Très bien. Alors, bah, je suis déjà ravie que enfin, que la discussion, non seulement la communication de Luc, enfin, et comment dire, ma propre communication va parfaitement, je pense, euh, prolonger et permettre de prolonger les discussions que nous venons d'avoir, que vous venez d'avoir. Et en particulier, d'abord parce que je vais aussi parler de Hobbes pour mettre Locke en perspective, parce que je vais poser un problème qui est commun et je voudrais montrer la façon dont Locke y répond en fonction de la façon dont Hobbes y avait répondu auparavant. Et je vais précisément partir, non pas comme Luc l'a très très bien analysé, ce que c'est qu'une opinion, en quel sens les opinions, comment dire, sont liées aux actions, mais je vais m'intéresser à certaines opinions plus spécifiques, qui sont les opinions religieuses et la possibilité qu'elles impliquent une désobéissance civile. Donc on est en plein dans la discussion qui a déjà été ouverte. Et donc je vais me centrer sur un aspect en particulier, sur la question de l'objection de conscience. Alors pourquoi l'objection de conscience? Parce que d'abord c'est elle qui fait difficulté, aussi bien chez Hobbes que chez Locke. Elle ne désigne pas évidemment nécessairement le fait que les individus ont des opinions, c'est un fait indépassable, hein, comme Luc l'a très bien montré, mais elle désigne le fait que certaines opinions, premièrement, sont crues comme absolues car venant d'une sorte de, enfin, ayant un caractère divin ou étant une voix divine ou une lumière divine, voilà, il y a tout un spectre de définition, et deuxièmement, qu'elles peuvent évidemment être en contradiction avec la loi civile et donc avec le fait d'obéir, enfin avec la question de l'obéissance politique. Et il me semble que l'approche qu'en fait qu'a eu Luc me semble aussi une façon de permettre, enfin une façon de traiter cette question-là, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Luc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche déflationniste, aussi bien chez Hobbes que chez Locke. Et c'est ça aussi ce que je voudrais montrer, mais en me centrant plus spécifiquement sur la question de la conscience. Alors évidemment, il y a tout un contexte qui aussi explique que je me centre sur la question de la conscience et de l'objection de conscience, qui est lié évidemment à la guerre civile anglaise, au protestantisme radical, hein, au fait que précisément ces protestants radicaux, on pourrait dire, ont des doctrines qui se caractérisent par ce que j'ai envie d'appeler une désinstitutionnalisation de la conscience. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends une désinstitutionnalisation de la conscience par rapport à ce qui avait pu être auparavant ou à ce qui est ailleurs, dans on pourrait dire un schème catholique romain, ce qui pourrait être une institutionnalisation de la conscience à travers, par exemple, la direction de conscience ou la soumission de la conscience à l'institution ecclésiastique, en particulier en matière d'interprétation de l'écriture. Pour les réformés, la liberté de conscience, qui seule révèle les obligations nécessaires au salut, implique que la conscience soit autonome, qu'elle soit libérée de toute relation avec les institutions, alors, y compris religieuses. C'est beaucoup plus compliqué en réalité chez Luther et chez Calvin au fur et à mesure de l'évolution de leur propre doctrine, ça j'en ai conscience. Mais c'est en ce sens que je parle de désinstitutionnalisation de la conscience, parce qu'elle tend à constituer la conscience comme une sphère libre et autonome à l'intérieur de laquelle les autorités temporelles et spirituelles ne peuvent pas légiférer, soit parce qu'une telle législation serait illégitime, c'est-à-dire qu'aucune autorité temporelle ne peut s'opposer au devoir des individus d'obéir à leur conscience, soit parce qu'une telle législation serait inefficace, c'est-à-dire que simplement aucune autorité ne pourrait posséder un tel pouvoir, soit parce qu'elle serait contre-productive. Par exemple, elle détruirait le pluralisme des opinions nécessaire à la découverte de la vérité. Et plus que chez Luther et chez Calvin, dont les doctrines ont évolué, hein, comme je le mentionnais, ce sont chez les protestants radicaux, hein, ce sont eux qui ont désinstitutionnalisé la conscience en justifiant le subjectivisme et la liberté religieuse dérivée de l'obligation première de suivre ce que la conscience indique ou commande. Alors, quelques éléments, mais c'est connu et il y a parmi vous certains spécialistes qui sont bien mieux éclairés que moi sur le sujet, mais par exemple, pour William Ames, la conscience est un témoin et un juge, la voix de Dieu contre laquelle personne n'est autorisé à agir. Les consciences sont égales les unes aux autres, par exemple selon Thomas Bilson. Elles ont toute la capacité naturelle d'interpréter et de compléter la révélation surnaturelle, ce qui n'exclut pas nécessairement une unité des pouvoirs politiques et religieux, par exemple ce que Hooker préconise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des points de controverse chez ces protestants radicaux qu'on va retrouver ensuite
enfin qui va être transformé par Hobbes et par Locke. Et ce point de controverse concerne la question de savoir si la conscience doit être assimilée à la raison, ou du moins considérée comme suffisamment rationnelle pour découvrir le sens objectif de l'écriture et accéder à la connaissance de la loi naturelle. Ou à l'inverse, si la conscience est une voie divine qui est distincte de la raison, qui serait supérieure à celle-ci, y compris dans les formes les plus subjectives. Voilà. Et on trouve aussi, par exemple, chez Hems, l'idée que la loi de Dieu est écrite dans le cœur des hommes, et donc elle est révélée par la conscience. Et ce sont chez les levelers, tels que Lilburn, Overton et Walwyn, que l'on trouve un subjectivisme religieux beaucoup plus développé, qui défend finalement non seulement la conscience comme étant une source de commandement et de révélation, mais en plus comme impliquant un devoir de lui obéir. Voilà. D'où la question de l'objection de conscience, qui prend un rôle très spécifique dans ce contexte. Et on peut aussi penser, je le mentionne simplement en passant, chez John Milton par exemple, et en particulier dans ce que Milton écrit concernant l'armée et le fait que l'on peut se soustraire au nom de sa conscience et même objecter au fait, en conscience au fait de devoir servir son pays par les armes, etc. Voilà. Donc il y a ce contexte-là. Et donc, précisément, cette désinstitutionnalisation de la conscience menace, on pourrait dire, ce qu'elle rendait possible, c'est-à-dire elle devient une sphère libre en matière dogmatique, elle rend possible la formulation d'objections aux obligations civiles, et donc elle menace l'autorité politique en tant que telle. Alors, il y a un paradoxe, évidemment, quand on va se pencher, comme je vais le faire dans un instant, sur des auteurs comme Hobbes et Locke, c'est que cette autorité politique, elle est elle-même conçue, chez Hobbes et chez Locke, comme le résultat d'un libre engagement de soi des consciences individuelles. Alors, on pourrait dire, mais non, ce ne sont pas les consciences, c'est la raison qui calcule, et il parle de consentement, mais en réalité, quand on se penche sur l'état de nature et les théories de la loi naturelle, eh bien, elles obligent le fort interne à obéir aux lois naturelles, d'accord, lequel commande de contracter, d'engager sa volonté pour se conserver. Et donc, même là, on a évidemment le rôle de la conscience qui est majeur et qui est lié évidemment à la question, au contraire, de l'obéissance politique. Voilà. Alors, face à cette difficulté, il me semble qu'on peut repérer chez Hobbes et chez Locke deux stratégies qui sont différentes. La première stratégie, qui est développée par Hobbes, tient à ce que Hobbes fonde la capacité individuelle de contracter sur un calcul de la raison. Par le mécanisme de la représentation, autorisation, il pense la façon dont les personnes physiques sont incarnées dans une personne artificielle, qui est le représentant souverain, et ce dernier peut disqualifier la conscience, laquelle est redéfinie comme l'a très bien montré Luc, les opinions individuelles, et caractérisée comme étant instables et potentiellement séditieuses. Donc pas toutes, comme le disait Luc, mais un certain nombre d'entre elles. Et donc la distinction en chaque homme de la raison et de la conscience permet à Hobbes de réduire la liberté de conscience à la liberté d'opinion, de réduire la conscience aux opinions, ces dernières devant être régulées par une autorité civile qui est en charge de la paix et de la sécurité. Excusez-moi, un petit problème. Tout va bien, vous m'entendez? D'accord. Et donc ça, c'est la vision déflationniste, telle que Luc l'a qualifiée et que je vais aussi développer. La seconde stratégie est développée par Locke. Locke accorde à la conscience individuelle le pouvoir de contester la loi, et en particulier le pouvoir de cesser d'obéir aux magistrats. Je développerai ce point, mais il soumet ce pouvoir d'objection à une décision collective du peuple qui seule peut évaluer la légitimité de ce qui pourrait correspondre à une objection de conscience dans ce cas-là. Et donc, dans les deux cas, qu'il s'agisse de Hobbes ou de Locke, la conscience individuelle perd son autonomie en perdant sa capacité d'objection, en tout cas à titre individuel pour Locke. Et c'est l'une des conséquences, enfin ce serait, si vous voulez, mon hypothèse, ma grille de lecture, c'est l'une des conséquences paradoxales de la naissance du libéralisme politique dans sa version contractualiste, le fait que la conscience, en tant que sphère autonome, est absorbée soit par le souverain politique, chez Hobbes, soit par le peuple, chez Locke. Elle ne peut donc plus s'opposer individuellement,
Et le paradoxe, c'est que des doctrines politiques qui sont fondées sur les droits individuels et sur des droits qui sont définis comme des libertés, eh bien, ces doctrines-là limitent la liberté de conscience et son expression en l'identifiant à des opinions. Alors, c'est plus complexe chez Locke, je le montrerai, puisqu'il pense la tolérance aussi, mais il la réduit également pour des questions d'obéissance civile. Ni les athées ni les catholiques ne sont admis. Leurs opinions sont désaffiliées, en quelque sorte, dire aux magistrats. Pour les athées, ils sont désaffiliés à tout magistrat, d'accord, ou elles sont affiliées à un magistrat étranger, le pape pour les catholiques. Et donc, la désinstitutionnalisation de la conscience ne doit pas constituer, on pourrait dire, une désaffiliation politique. C'est le problème qui est soulevé par Hobbes et Locke. La réponse qu'il donne consiste à, j'ai envie de dire, à dissoudre la conscience individuelle. Et donc, ils répondent à la désinstitutionnalisation de la conscience par ce que j'ai envie d'appeler une dissolution de la conscience. Alors, je vais donc dans un premier temps me évoquer Hobbes d'une façon un peu différente de ce que Luc a fait, mais en réalité, je pense qu'on parvient au même résultat. Et ce que j'ai envie d'appeler Hobbes et la conscience sauvage, en guillemets, en première partie. D'abord, évidemment, Hobbes est profondément préoccupé par les tendances, on pourrait dire, protestantes à se défaire de l'obligation d'obéir à la loi civile au nom de la conscience. Et donc, il cherche à dépasser l'opposition entre la loi civile et la conscience. Alors, dans le Behemoth, il y a tout un tas de passages dans lesquels il affirme que la traduction de la Bible en langue vernaculaire a conduit à une multiplicité d'interprétations, à des désaccords, à une redéfinition permanente de l'hérésie. Et donc, les hommes s'accusent mutuellement de ne pas se plier aux vérités révélées par leur propre conscience. Il évoque la défense des droits de la conscience par les indépendants, les anabaptistes, la cinquième monarchie, les Quakers, les adamites, mais aussi par les écoles et les universités, la question a été posée tout à l'heure. Il évoque aussi ceux qui défendent les droits de la conscience erronée. Alors ça, on le trouve aussi dans le Léviathan au chapitre 29, en tant qu'elle contredit directement le devoir d'obéir à la loi civile. Et donc pour Hobbes, la défense de la liberté de conscience n'est qu'une opinion séditieuse menant à la guerre civile et à la mort de la République, d'accord, et donc à cet état de nature dans lequel la vie est solitaire, pauvre, misérable, brutale et courte. Et donc que fait-il? Eh bien, il redéfinit la conscience comme une opinion ou un jugement privé. Alors, par exemple, dans de la nature humaine, au chapitre 6, paragraphe 8, il dit que la conscience, au sens où les hommes utilisent communément le mot, signifie une opinion, non pas tant de la vérité de la proposition que de leur propre connaissance au sujet de cette vérité. Et il dit, la conscience, par conséquent, je la définis comme étant l'opinion de l'évidence. Donc, ce qui est intéressant là, c'est d'abord qu'elle est identifiée à une opinion, mais surtout que cette opinion n'est pas essentiellement religieuse. D'accord? Comme le pensaient les puritains, par exemple. Donc, il retire la sphère de la conscience, la conscience n'est pas nécessairement religieuse. Dans le Léviathan, donc là, j'aurais dû préparer un document comme Luc, qui est très, très bien fait, au chapitre 7 du Léviathan. Il affirme en substance, je ne vais pas citer, premièrement que la conscience, c'est une connaissance. Deuxièmement, qu'elle désigne la connaissance des pensées secrètes. Et troisièmement, elle désigne des opinions nouvelles et le fait que les hommes en soient épris et qu'ils s'entêtent à les soutenir. Et il ajoute que l'opinion ou le jugement privé, elle est protégée dans le fort interne, que c'est une sphère de liberté finalement qu'aucune autorité temporelle ne doit tenter de légiférer. Voilà. Alors cependant, lorsqu'elle conduit à l'action, dit Hobbes, elle doit être limitée par la loi. Alors il y a diverses occurrences, bon, je vais peut-être aller vite, surtout après ce que Luc a expliqué. Léviathan, chapitre 29, donc chapitre concernant les choses qui affaiblissent la République. Hobbes critique explicitement les droits de la conscience erronés. Il dit, là je cite, « Une autre doctrine inconciliable avec la société civile, c'est que chaque fois qu'un homme agit contre sa conscience, c'est une faute. Cette doctrine repose sur la présomption par laquelle on se fait soi-même juge du bien et du mal. En effet, la conscience d'un homme et son jugement, c'est tout un, et la conscience, comme le jugement, peut être erronée. » Et alors, il en déduit ensuite deux cas de figure. Premièrement,
celui qui n'est pas assujetti à une loi civile, donc celui qui est dans l'état de nature, eh bien celui-là doit agir selon sa conscience, d'accord, puisque c'est la règle qu'il doit observer. En revanche, c'est différent dans la République, dit Hobbes, je cite, « La loi est alors la conscience publique », donc là il utilise le terme de conscience pour parler de la loi, « par laquelle il a antérieurement accepté d'être guidé ». Et il ajoute un peu plus loin, s'il n'en est pas ainsi, étant donné la diversité des consciences privées, qui ne sont rien d'autre que des opinions privées, donc on retrouve tout à fait ce que Hobbes, pardon Luc, ce que Luc, et non pas Hobbes, avait analysé en termes déflationnistes, donc la diversité des consciences privées, qui ne sont rien d'autre que des opinions privées, la République sera nécessairement divisée et nul ne s'aventurera à obéir au pouvoir souverain, au-delà de ce qui aura trouvé grâce à ses yeux. Et par conséquent, il en déduit que la loi positive, c'est la volonté du souverain, et la volonté du souverain, c'est, il utilise l'expression, la conscience publique. Et donc, c'est la raison ou le jugement auquel les individus ont délégué leur paix et leur sécurité. Alors, donc on voit bien comment, d'abord, je résume ce mouvement chez Hobbes, la conscience est réduite à l'opinion, elle ne désigne pas forcément les opinions religieuses, et lorsqu'elle les désigne, eh bien, elle doit être soumise à cette autre conscience qui est celle du souverain, d'accord, qui est la conscience publique, et qui définit la loi civile. Et les individus y ont consenti. Alors, il subsiste, c'est un passage que j'ai repéré en lisant en particulier l'ouvrage écrit par quelqu'un, enfin Andrew, il y a une liberté positive de la conscience sous la forme de l'intime conviction formulée par les jurés lors d'un procès et qui peut être écartée par le juge. Voilà, donc, mais simplement, je voulais le mentionner au passage. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que l'adhésion de l'individu à la raison ou à la conscience publique est nécessaire, d'accord, et Hobbes se dit comme une coupe dont il faudrait boire, on pourrait dire l'amertume jusqu'à la lie. Voilà. Alors, donc pour conclure sur Hobbes, eh bien, pour discréditer l'objection de conscience, Hobbes place donc le souverain et les sujets dans une position asymétrique. Pour les sujets, il distingue, il sépare la conscience et la raison. La conscience, elle est perturbatrice, elle est en quelque sorte anarchique ou révolutionnaire, elle est trop proche de l'enthousiasme, écrit au chapitre 29 du Léviathan, juste après le passage que j'ai cité tout à l'heure, elle a des effets potentiellement destructeurs, et donc elle doit être dissoute au profit de la raison. Et c'est sur la base de cette distinction que Hobbes, premièrement, conçoit les droits individuels qui fondent le contrat social et l'autonomie politique, comprises comme le résultat d'un acte exigé par la raison, le contrat, et deuxièmement, soumet les consciences individuelles à la loi civile qui est issue de ce contrat. Et pour le souverain, en revanche, la raison et la conscience sont assimilées. Donc elles sont dissociées chez les sujets, elles sont assimilées chez le souverain. La conscience du souverain, elle est promue comme raison publique. Voilà. Et donc, Hobbes cherche ainsi à éliminer le risque de sédition. Donc, d'une part, en dissolvant les consciences individuelles des sujets pour faire place à la raison, laquelle doit consentir au contrat social et à la loi du souverain, et qui se contredirait elle-même en désobéissant à l'autorité qu'elle a elle-même instituée. Et puis, de l'autre côté, le souverain, lui, enfin, la conscience du souverain vaut comme raison publique. Alors, qu'en est-il à présent chez Locke? Ça va, je ne dépasse pas trop le temps, Charles? Tout va bien? Ok. Alors, donc l'autre option qui est retenue par, on pourrait dire, le contractualisme moderne, en tout cas celui de Locke et de Rousseau, donc c'est précisément celui de Locke, eh bien, Locke accorde un droit apparent à la révolution, ça je vais en parler tout à l'heure. Il conçoit le contrat social comme un moyen d'éviter que l'objection de conscience ne conduise à la désobéissance civile. On sait qu'il fonde sa défense de la tolérance sur la liberté de conscience, et il soutient cette dernière, on pourrait dire, de façon assez classique, c'est-à-dire que les consciences sont naturellement libres. Alors c'est un thème extrêmement classique qu'on retrouve depuis Castellion jusqu'à Banach de Beauval, chez les protestants français, chez Pierre Bayle, j'imagine qu'Isabelle en parlera tout à l'heure, et qui se retrouve évidemment aussi chez Locke.
Alors attendez, je saute des passages. Et alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que au fur et à mesure de ces ouvrages, de l'écriture de ces ouvrages, donc là, les dates comptent vraiment chez Locke, eh bien, il va évoluer sur la question à la fois de la définition et du statut de la conscience individuelle. Alors d'abord, dans la lettre sur la tolérance, donc celle de 1689, écrite en 1686, eh bien, deux éléments importants. Premièrement, il défend la liberté de conscience et il pense que la force et la contrainte ne sont pas des moyens efficaces pour persuader, on pourrait dire, j'ai envie de dire les dissidents protestants, d'accord, par exemple en pays catholique, que la liberté de conscience, alors qu'à l'inverse, accorder à tous la liberté de conscience comme un droit naturel, eh bien cela éteindrait les mouvements sectaires, les mouvements radicaux et les mouvements séditieux. Voilà. Il y a un article de Jeremy Waldron qui a écrit précisément sur ça, qui mentionne ce point. Je pourrais vous donner la référence si vous le souhaitez. Et puis, deuxième élément, eh bien, il fonde également le droit civil positif sur les lois de nature qui sont divines, d'accord, comme il l'avait déjà fait en 1664 dans les questions concernant les lois naturelles. Et donc, il y a cette défense de la liberté de conscience. Ensuite, dans la lettre sur la tolérance, alors pardon, alors ça c'est un premier élément, deux premiers éléments. D'autres éléments qui sont importants dans cette lettre sur la tolérance, c'est que, évidemment, comme vous le savez, donc je ne vais pas évidemment expliquer ce texte extrêmement connu, c'est que la tolérance est axée sur la nécessaire séparation de l'État et des Églises en vertu des fins qui président à leur institution. Et selon Locke, la tolérance résulterait de cette séparation qui ouvrirait une sphère de liberté concernant des questions qui ne sont pas nécessaires au salut, tout en limitant le pouvoir de l'Église sur l'État. Donc là, on a un deuxième ensemble d'arguments qui ne reposent plus sur la liberté de conscience, mais sur les limitations de l'autorité de l'État et de l'Église, laquelle est considérée comme une association privée. Alors, je passe à présent pour vous montrer l'évolution des définitions du concept de conscience chez Locke, à la deuxième et à la troisième lettre sur la tolérance, donc celle de 1690 et de 1692, qui sont aussi des réponses à Jonas Proust, qui soutenait la liberté de conscience d'une manière qui, à ce moment-là, avait été comprise par Locke comme une sorte de subjectivisme et d'enthousiasme qui pouvait menacer la stabilité politique et la légitimité de la loi civile. Alors, donc, comment est-ce qu'il répond? Eh bien, il va commencer à rabattre la question, enfin, à penser la conscience comme l'opinion, comme une opinion particulière. Alors, en particulier, au même moment, ou juste un petit peu avant, dans l'essai sur l'entendement humain, donc là, je vais pas mal m'appuyer sur cet essai, même si je n'avais pas donné de petit texte à lire, donc 1689, eh bien, il soutient, comme Hobbes, que la conscience n'est rien d'autre qu'une opinion particulière. Et il identifie la conscience comme un ensemble d'opinions morales résultant de l'éducation et de la coutume. Par exemple, livre 1, chapitre 2, les paragraphes 8 à 14, donc il dresse toute une critique des idées innées. Il dit qu'il n'y a pas d'idées innées en matière morale, il y a plusieurs éléments qui le montrent, les hommes ont des idées différentes, ils sont en désaccord sur ce qui serait des idées innées, et certaines règles admises par certaines nations sont rejetées par d'autres nations. Et donc, que fait Locke à ce moment-là? Eh bien, il identifie la conscience morale aux idées acquises par la coutume et par l'éducation. Donc, on le trouve finalement l'idée que la conscience, ce ne sont que des opinions. Et elle est aussi, autre définition de la conscience qu'on trouve dans l'essai sur l'entendement, elle est aussi la perception que nous avons de nous-mêmes et qui constitue notre identité personnelle. Donc, il y a aussi évidemment cette définition qui est plus classique. Et il écarte une définition de la conscience qui est pourtant typiquement protestante, c'est l'idée selon laquelle la conscience serait une capacité de faire des choix moraux autonomes, une sorte de témoin divin ou une lumière naturelle ou des idées innées. Donc ça, c'est ce qu'il écarte. Elle est aussi disqualifiée pour interpréter l'écriture. Pourquoi? Parce que Locke dit que l'écriture doit être guidée par la raison pour éviter l'enthousiasme. Alors il le dit, toujours dans l'essai concernant l'entendement humain,
livre 4, chapitre 19, paragraphes 3 à 6. Donc tout ce chapitre porte sur l'enthousiasme. Pardon. Oui, c'est ça, le chapitre 19 porte sur l'enthousiasme. Et il examine le penchant qu'ont les hommes d'imposer leurs opinions aux autres, puis il critique l'enthousiasme comme ce qui laisse, donc là je cite, la raison à quartier, voudrait établir la révélation sans elle, mais qui par là détruit en effet la raison et la révélation tout à la fois, et leur substitue de vaines fantaisies qu'un homme a forgé lui-même et qu'il prend pour un fondement solide de croyance et de conduite. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme? Donc, le fait comment dire, de penser qu'on a une sorte de révélation intérieure, ce qui correspond exactement à la définition de la conscience, d'accord, des protestants radicaux, eh bien, ce n'est qu'un moyen d'imposer son opinion, dit Locke. Il dit, toujours au livre 4, cette fois-ci chapitre 18, paragraphe 5-6, il dit que la raison doit l'emporter sur la révélation pour fonder la certitude d'une idée, que la foi résulte d'une révélation divine, mais qu'elle doit elle aussi être subsumée sous la raison. La révélation doit l'emporter seulement sur les questions qui dépassent la raison, mais il appartient à la raison de juger si c'est une révélation, s'il s'agit bien d'une révélation, et quelle est la signification des paroles auxquelles cette révélation est proposée. Et puis, toujours en revenant au chapitre 19, paragraphe 14, c'est encore la raison qui doit juger de la vérité de la révélation. Alors, en ce qui concerne la conscience plus spécifiquement, eh bien, il assimile les revendications des droits de la conscience à une sorte de licence qui conduirait à un enthousiasme zélé. Il dit que les revendications de conscience attisent la révolte et font de chaque homme, au nom du caractère sacré de sa conscience, un être soumis uniquement à Dieu, une sorte de législateur rebelle à tout temporel. Et donc, il refuse d'accorder la liberté religieuse aux protestants radicaux, ainsi qu'aux papistes et aux athées, pour d'autres raisons, pour des raisons que je mentionnais tout à l'heure, et on trouve cela dans la lettre sur la tolérance. Dans le second traité du gouvernement, alors attendez, je vais essayer de résumer parce que je vois que le temps passe. Oui, voilà. Dans le second traité du gouvernement, finalement, 1689, eh bien, Locke semble à la fois être plus ouvert aux revendications de conscience, même s'il y a assez peu de références à la conscience. La conscience n'est plus opposée à la raison. Il dit que la raison et la conscience sont des arbitres, on pourrait dire appropriés dans l'état de nature et qu'ils peuvent exercer le droit de punir dans l'état de nature, lorsque la loi de nature a été violée. Et donc la conscience est en mesure de juger si la loi naturelle a été violée. En revanche, dans la société civile, dit Locke au paragraphe 122, la conscience oblige à obéir à la loi positive et le citoyen est obligé, même en conscience, de se plier, de se soumettre au gouvernement, en vertu donc du pacte social. Et donc il appelle cela, enfin l'expression qu'il emploie, il parle de consentement au jugement de la majorité. Voilà. Alors, ce consentement n'élimine pas forcément le jugement de la conscience. Alors, c'est là le dernier passage que je voulais évoquer. En particulier, lorsque le magistrat viole la loi naturelle, lorsqu'il abuse de son pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'il outrepasse les fins pour lesquelles il a été institué. Et là, Locke écrit « Chaque homme est juge pour lui-même si un autre s'est mis en état de guerre avec lui. » Il dit il doit en appeler au juge suprême. Donc, second traité, paragraphe 241. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la conscience individuelle peut juger si le magistrat commet des actes qui sont illégaux et peut donc autoriser la désobéissance civile. Alors, on peut voir aussi, toujours dans le second traité, au paragraphe 209, là je cite, « Si tous sont en conscience persuadés que leurs lois et avec elles leurs biens, leur liberté et leur vie, et peut-être même aussi leur religion, sont en danger, je ne vois pas comment on pourrait les empêcher de résister à la force illégale qu'on emploie contre eux. » Donc il y a bien l'idée d'obéir à sa conscience contre le magistrat. Au paragraphe 168, il affirme la même idée et il s'agit bien d'un citoyen individuel, à titre individuel. C'est-à-dire que, au nom de sa conscience, un citoyen qui s'oppose au magistrat,
lorsque ce dernier outrepasse son pouvoir, eh bien, le fait de façon légitime, et ce n'est pas assimilable, hein, ce que dit Locke en substance, à un enthousiasme fanatique ou à une simple opinion privée. Voilà. Et il préconise même que les citoyens n'attendent pas, hein, pour remédier à cette oppression, hein, paragraphes 220 et 240. Donc, que fait Locke? Eh bien, il légitime le jugement de conscience et sa conséquence pratique, c'est-à-dire la désobéissance civile et la dissolution du gouvernement, donc au nom de la conscience, au nom de l'objection de conscience. Et donc ici, le droit au jugement privé, on pourrait dire, n'apparaît pas comme quelque chose d'anarchique. Voilà. Mais Locke ajoute une condition. L'individu qui désobéit en conscience doit faire appel au peuple. D'accord? Donc il y a un jeu, alors qui est pas très clair, me semble-t-il, dans le texte. Moi, je trouve qu'il y a une difficulté, mais tel que je le comprends, il y a à la fois un jugement individuel en conscience, mais il y a aussi cette conscience, ce jugement doit être, on pourrait dire, subordonné à cette sorte d'appel au peuple. Hein. Il le dit, paragraphe 240, je cite, « Qui sera juge que le prince ou le législatif agissent en contradiction avec leur mission? Voici ma réponse, c'est le peuple qui sera juge. À qui appartient-il en effet de juger si le mandataire ou le député agit honnêtement et en conformité avec la mission qui lui a été confiée, sinon à celui qui l'a mandaté, et qui, du fait même qu'il l'a mandaté, doit conserver le pouvoir de le démettre lorsqu'il faillit à sa mission. » Voilà. Et le paragraphe suivant, il rappelle, chaque homme doit juger par lui-même si quelqu'un s'est mis en état de guerre contre lui. Donc là, il s'agit du magistrat. Donc, on voit bien comment, là, le jugement de la conscience individuelle peut s'opposer aux actions illégitimes du gouvernement, mais en même temps ne peut être légitime que s'il est partagé par le peuple. C'est-à-dire que ce n'est jamais à titre de conscience individuelle que la conscience est fondée à désobéir, y compris lorsque, enfin, dans les cas spécifiques où le magistrat, évidemment, outrepasserait son pouvoir, violerait les lois naturelles et même le pacte qu'il a institué. Donc, dans les deux cas, hein, et là j'en viens à la fin de mon propos, eh bien, la conscience individuelle, on pourrait dire, le minimum qu'on puisse dire, est fortement limitée. C'est-à-dire que pour Hobbes, que ce soit individuellement ou collectivement, aucun contrat social ne peut légitimement être rompu. La résistance n'est pas un droit, d'accord? C'est une violation de la loi, c'est une opinion séditieuse qui est passée à l'acte. Pour Locke, la résistance à un magistrat injuste, donc, eh bien, ne peut être entreprise que collectivement, hein, c'est-à-dire que le peuple revient, retourne, défait le contrat de gouvernement pour revenir au contrat d'association initial, hein, dépose collectivement le magistrat. Et donc, on peut dire que si le contrat social ne supprime pas le jugement de la conscience individuelle, hein, contrairement à chez Hobbes, eh bien, il empêche néanmoins la conscience de s'opposer directement à la loi civile ou au gouvernement. Donc, en conclusion, ce que je voulais montrer, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est que l'objection de conscience, la question de l'objection de conscience, eh bien, elle permet de mettre en lumière une certaine ambivalence du libéralisme politique moderne, du moins dans sa forme contractuelle et du moins dans les formes qui sont celles de Hobbes et de Locke, avec ce paradoxe, comme je le disais, c'est que ce sont des théories, précisément parce qu'elles sont contractualistes, qui font dériver la loi du droit, hein, les libertés sont premières, les obligations sont dérivées du consentement des obligés. Alors, ce n'est pas toujours le cas chez Locke, mais ce n'est pas le cas dans les années 1660 lorsqu'il écrit sur la loi naturelle, mais ça le devient au fur et à mesure, hein, de cette traité. Et chez Hobbes, je suis prête à le défendre, cette idée-là aussi. Mais en même temps, paradoxalement, eh bien, le consentement au contrat social réduit drastiquement la possibilité de contester le pouvoir et limite le champ de l'expression de ses opinions. Soit en assimilant les exigences de la liberté de conscience, plus généralement la possibilité pour les consciences de s'opposer à des opinions particulières, qui peuvent être irrationnelles, hein, par exemple chez Hobbes, soit en absorbant, disons, la capacité qu'ont les consciences individuelles d'objecter, hein, en l'absorbant dans une sorte de procédure collective, d'accord, qui fait que la conscience individuelle doit toujours solliciter le peuple, d'accord, dont la volonté collective seule
a une légitimité à s'opposer à la volonté du magistrat et à la loi civile. Et donc, peut-être simplement pour terminer, mais c'est plus peut-être voilà, pour conclure sur un élément qui ouvre une réflexion, c'est qu'on a ce dernier paradoxe qui est que pour Hobbes comme pour Locke, l'individu donc dispose d'un pouvoir sur lui-même, d'un pouvoir sur son propre corps et sur ses opinions privées qui constituent sa conscience. Il accomplit sa liberté dans la sphère privée et non pas dans la sphère publique, ou cela de façon relativement limitée, y compris chez Locke, et qu'en même temps, c'est une façon de le rendre disponible pour s'engager non seulement dans la société civile, mais dans le marché et les contrats privés. Voilà, donc il y a une lecture possible aussi de cette transformation de la conscience individuelle en lien avec, on pourrait dire, l'essor du capitalisme des échanges marchands. Voilà, merci pour votre attention.